On va essayer d'attendre un petit peu là, 17h10 pour voir s'il y en a qui arrivent. Ce qui vous laisse le temps là de lire éventuellement le départ ou de faire autre chose, hein. Voilà. Je reviens tout de suite, 17h10, ok, il est 6 là, à ma montre, dans 4 minutes je suis là. D'accord? À tout de suite. Je suis là. Bon, bah vous êtes toujours que 7, hein. Ça va être compliqué cette affaire encore là. Ah oui, pardon, vous étiez peut-être en train de regarder les pages d'après, je sais pas. Bon, je vous propose qu'on commence. Voilà. On est bon? Euh, Sur une notion donc qui c'est dommage qu'il n'y ait pas plus d'élèves, hein. Voilà, parce que c'est la notion qui pose souvent le plus de soucis et c'est pour ça que je me suis dit comme on a du temps, hein, il ne nous reste plus que 2 TP. Comme on a du temps, j'aimerais vraiment qu'on s'attarde sur cette notion-là qui vous sera fondamentale dans vos études si vous faites des sciences. Si vous faites des sciences, vous serez amené forcément à faire un peu de chimie et l'oxydoréduction en chimie, c'est pas très compliqué en fait, mais c'est une notion qui a du mal à passer. Alors, déjà, première chose, je ne vais pas la traiter sous l'angle chimique. Bien évidemment, c'est de la chimie, mais je ne vais pas traiter des demi-équations, etc. Si vous avez des questions là-dessus, à propos des exemples qu'on traite, on peut très bien se poser dessus, hein. Mais la formalisation en demi-équation du couple redox, c'est plutôt chimie. Nous, on va voir ça de façon très concrète, en fait. Voilà. On ne parlera pas donc du coup de potentiel redox, hein, même si effectivement l'échange d'électrons il est régi par des lois, hein, comme à peu près tout en physique chimie. Il y a des lois qui s'appliquent et un électron ne va pas au hasard en fait, hein. Il va d'un potentiel faible à un potentiel fort. Bon, ça on ne va pas forcément le voir ici, mais on pourra l'évoquer. Bon, en tout cas, si vous avez des questions, vous me dites. Ce que j'ai prévu, donc, vous allez voir, c'est faire une petite présentation, mais à chaque fois, on va couper pour que vous puissiez travailler et répondre. Voilà. C'est parti. La matière organique, qu'on va noter MO dans cet exposé, d'accord, ce sont des assemblages moléculaires, donc ça vous le savez, c'est des lipides, des glucides, des protéines. Qu'est-ce qu'ils ont en commun? Eh bien, c'est de posséder des atomes de carbone, hydrogène, oxygène pour les lipides et glucides, et carbone, hydrogène, oxygène, azote pour les protéines. Voilà. Ça, les grands assemblages moléculaires, et bizarrement dans la nature, ces assemblages-là n'existent pas. Ça veut dire pas dans la nature, dans le monde minéral. C'est-à-dire que c'est vraiment un apanage du monde vivant. D'ailleurs, dès qu'un être vivant meurt, hop, ça redisparaît, c'est oxydé. Cette matière organique, elle est relativement instable. Elle est réduite quand elle existe, puisqu'elle contient les protons et les électrons, on va le voir. Les êtres vivants tentent donc de conserver ces assemblages moléculaires et évitent qu'ils soient oxydés, car le 2 est partout. Depuis 2 milliards d'années, vous le savez. On touche presque à une définition de la vie ici, hein, c'est une lutte permanente de conservation de structures complexes et instables. Nos structures sont des structures complexes et instables. Et en fait, on lutte en permanence pour ça,
pour les conserver. Alors, on ne va pas prendre un exemple dans le vivant. Pour démarrer, on va prendre un exemple dans le monde minéral. Voilà, on va prendre un truc qui se passe voilà, quand on brûle de la matière organique, on appelle ça une combustion. Et on va voir que la combustion, bah, c'est une oxydoréduction. Elle est simple, donc on va pouvoir se baser là-dessus pour réfléchir au départ. Alors le truc, c'est que la matière organique, elle est instable, mais bon, elle est quand même assez stable dans le sens où elle ne va pas se mettre à brûler naturellement. Donc elle est assez stable pour ne pas être brûlée par l'O2. Vous le savez, hein, quand vous voulez brûler de la matière organique, hein, faire une combustion, eh bien, il faut apporter de l'énergie, il faut apporter de la chaleur. Donc si on apporte un peu de chaleur, on voit que, hop, toute la matière organique, hein, au début vous en apportez un peu, faire le feu, et puis hop, tout brûle. C'est-à-dire qu'après ça s'auto-entretient, et comme il y a de la chaleur, bah, tout va être oxydé. Et on va voir que c'est une oxydoréduction. Donc, si on apporte un peu d'énergie, de la chaleur à de la MO, eh bien on se rend compte que l'assemblage CHO est attaqué par l'O2. Alors, à chaque fois qu'on pense avoir affaire à une oxydoréduction, il faut se poser les questions suivantes. Évidemment, est-ce une réaction redox? Et comment le sait-on? Ça revient un peu à la même question. S'il s'agit d'une réaction redox, quelle est l'espèce qui est réduite? Qu'est-ce qui est réduit? Et quelle est l'espèce qui est oxydée? Il va falloir quelque chose qui récupère des électrons et d'autres qui en perdent. Quel est l'agent donc réducteur dans cette réaction? Si on sait qui est réduit, qui est oxydé au cours de la réaction, eh bien on va savoir qui est l'agent réducteur et qui est l'agent oxydant, ici dans cette réaction. Alors, ici on prend une réaction très simple, hein, carbone-hydrogène, hein, X et Y, hein, peu importe si c'est un lipide, un glucide, peu importe, hein, X, Y, donc carbone-hydrogène, plus l'oxygène, le dioxygène de l'air, va donner, ça vous le savez, du CO2, de l'eau, et bien sûr de l'énergie, notée ici ΔH, de l'énergie. Alors l'énergie ici c'est de la chaleur, évidemment, hein, le feu chauffe, de la lumière, des photons qui sont émis, donc c'est essentiellement ça, les formes d'énergie émises ici. Alors, là on va se faire une correction en dessin, doc 1, 2, 3. Donc là je vais vous partager un document 1 et vous allez commencer à réfléchir. Je vais vous prendre schéma décomposition 1, je le partage. Le voilà. Et ce qu'on va se poser, ce qu'on va essayer de faire, eh bien, c'est déjà de répondre à la première question, c'est qui est oxydé? En fait, on va faire une flèche. L'idée, c'est qu'il y a deux réactants et deux produits dans cette équation. Je néglige l'énergie. On va essayer de se faire des flèches entre qui est réduit ou oxydé et que devient-il ici en étant réduit ou oxydé. Donc on va prendre un premier ici, on va essayer de deviner ce qui devient là. Et on va prendre le deuxième et dessous, avec une flèche dessous, on va essayer d'imaginer ce qui devient là en essayant de savoir si c'est oxydé ou réduit. S'il est oxydé ou réduit. Et est-ce que donc ça correspond donc à une réduction ou à une oxydation. Voilà. Donc je vous laisse réfléchir là 2 minutes à ça. Et on essaie de donner la main à un élève.
Alors, est-ce que... Oui, oui, allez-y, Émilie, hein. Si vous voulez parler, n'hésitez pas. Allez-y, allez-y, Émilie. Ah, à annuler la demande de parole, d'accord. Alors, est-ce que, normalement, vous pouvez dessiner, hein, tous, hein, dessus, hein. On va prendre dans l'ordre. Brenda, est-ce que vous voulez dessiner deux flèches, une qui part de la matière organique et qui va quelque part là, et vous me dites c'est une oxydation ou une réduction, et pareil ici, une flèche qui part là et qui arrive où? Brenda, vous avez un micro? Aïe. Est-ce que vous pouvez dessiner si vous prenez ces outils-là? Allez-y. Dessinez là-dessus là, pour montrer ce que devient la matière organique. Bah, le carbone, on va le retrouver où? Yes. Pas de dessiner. Le carbone, on va le retrouver dans le CO2. Tout à fait. Exactement. Exactement. Et le 2, exactement. Et le 2, on va le retrouver dans la molécule d'H2O. Sauf que il y a deux oxygènes ici au départ, alors qu'ici on n'en a qu'un. Et dans la matière organique telle que je l'ai mis ici, il n'y en a qu'un, et là il va en avoir deux. Alors j'ai fait un modèle qui pourrait ressembler parfaitement au CH4. D'accord. Et du coup, ici, ça correspond à quoi ça? S'il y a du carbone avec des hydrogènes ici, alors qu'ici j'ai du carbone ici sans hydrogène. J'avais de carbone, oxygène, hydrogène, et ici je me retrouve avec carbone, oxygène seulement. Chimiquement, ça correspond à quoi? Une oxydation ou une réduction? Les autres, hein, qui peuvent parler éventuellement, réduction. Alors, bah non, c'est l'inverse, c'est oxydation. Pourquoi? Parce qu'ici, il va bien y avoir une perte, il va y bien avoir une perte des hydrogènes, d'accord? Et rappelez-vous toujours que les hydrogènes, que je ne peux pas dessiner, ah oui, les hydrogènes, rappelez-vous toujours que c'est un proton, donc chargé positivement, plus un électron. Donc quand vous perdez les donc quand vous perdez les hydrogènes, eh bien, oh mince, quand vous perdez les hydrogènes, vous perdez les électrons et les protons. Ouais, je vois ça, ouais. Je vois ça, parce que c'est marqué qu'elle était partie, mais je pense qu'effectivement, c'est un problème de connexion. Chloé, allez-y. Alors, ici, donc, j'ai bien, ici, vous allez voir que tout ça, ça va s'éclaircir, hein. Une oxydation de cette matière-là, de la matière organique. De même que ici, forcément, je vais avoir, si l'oxygène gagne des protons et des électrons, eh bien, il va être réduit. Donc ça
ça va correspondre en fait à ce qu'on appelle une réduction de l'oxygène, du dioxygène. Bon, on va poursuivre, vous allez voir. On va regarder dans le détail ce qui se passe en fait, pour que vous compreniez encore mieux. On va regarder la décomposition numéro 2. Voilà. Ici, j'ai mes CHO, donc carbone, hydrogène, oxygène correspond à ma matière organique, qui est là. Il vient là. D'accord? On peut imaginer là que la matière organique, donc, elle vient là. Et là, je vous ai fait des liaisons. Et en fait, ce qu'on voit, c'est que l'oxygène, le dioxygène, va venir attaquer cette liaison-là. En fait, c'est les hydrogènes qui sont perdus. Ça attaque cette liaison-là. Du coup, vous voyez qu'en fait, sur le dioxygène, il y a un des oxygènes qui part avec les hydrogènes, et il y a un des oxygènes qui part avec ce qui reste, c'est-à-dire le CO, carbone-oxygène, pour former le CO2. Est-ce que ça va? Alors si ça va, je vous montre encore mieux, c'est la décomposition, la fin de la décomposition. Donc on a bien dit que le dioxygène attaquait la liaison HO. Un des oxygènes récupère donc protons et électrons et va former de l'eau. Et un des oxygènes ici, va former en fait une molécule, merci, va former une molécule de CO2 ici, avec le carbone, l'oxygène, et donc un des oxygènes du dioxygène. Vous voyez bien là-dedans que cet assemblage va perdre ses protons et électrons au profit du dioxygène qui va les récupérer. Ça veut dire que lui, dans l'affaire, il va bien être réduit, il va bien être oxydé, si je me trompe, ça va pas aller. Lui, dans l'affaire, cet assemblage-là, il va bien être oxydé en CO2. CO2, il n'y a plus de protons et d'électrons, donc forcément. Donc c'est bien une oxydation. Et on voit bien que pour l'oxygène, lui, il va récupérer en fait les protons et électrons. Et donc, il se retrouve réduit. C'est une réduction. Au passage, ça libère de la chaleur, puisqu'en fait, l'énergie d'accroche en fait, des hydrogènes dans la matière organique, dans les molécules organiques, en fait, cette énergie-là est libérée. Et c'est ça qui libère l'énergie. On va voir en fait que dans les oxydoréductions dans le monde vivant, en fait, le Graal, le pétrole, c'est les hydrogènes, c'est les protons et les électrons. Alors, ce qu'on va faire, si vous avez compris ça, il y a Marion qui nous a rejoint, Émilie aussi qui nous rejoint. Je vous mets en présentateur, vous pouvez tous prendre la parole, vous le savez maintenant. Alors, je laisse 2 secondes ce schéma-là pour que ceux qui nous rejoignent s'en imprègnent. Et je vous donne un petit texte à trous à répondre dans, allez, 1 minute.
Alors, si vous vous êtes bien imprégné de ça, c'est parti. Je vous donne un premier petit exercice, petit texte à trous, hein, que voici. Et je vous laisse le faire. Bon, là c'est facile, hein, il y a 3 mots à mettre. Bon, ça devrait être assez simple. Donc, vous avez compris qu'en fait, voilà, c'est les hydrogènes, hein, c'est la liaison carbone-hydrogène hein, qui est très riche en énergie. Quand vous prenez des lipides, des graisses par exemple, les lipides c'est quoi? Ben, c'est des longues chaînes carbonées saturées d'hydrogène. Hein. Voilà, hein. C'est CH3, CH3 au bout, et après c'est des chaînes, c'est des bouts de CH2, 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 puis comme ça sur des dizaines, vingtaines de carbone, hein, les lipides. Quand vous prenez les sucres, c'est pareil, hein, c'est un peu plus d'oxygène, mais sinon c'est des chaînes carbonées. Alors, qui veut se lancer? La matière organique, ici il faut indiquer son état, et quoi? Il faut indiquer une action. Alors Pyrène, la matière organique est oxydée, alors je reprends votre phrase, la matière organique est oxydée par l'O2 qui se retrouve réduit. Exactement, alors est oxydé, ben, ça vient après le verbe. Alors ben, c'est ça, justement, c'est ça qui est intéressant dans votre phrase là, parce que est oxydé, donc ça vient ici, d'accord, forcément. Donc la matière, et ça vous l'avez bien compris, parfait, elle est oxydée par l'O2 qui lui se retrouve évidemment réduit. Parfait. Mais du coup, réfléchissez, si elle est oxydée, la matière organique, ça veut dire qu'elle va perdre des protons et électrons. Ça veut dire qu'elle les a. Vous ne pouvez voler que celui qui a. Enfin, c'est pas beau comme image. Mais voilà, vous ne pouvez oxyder que celui qui possède des électrons et des protons. Donc la matière organique, son état, c'est quoi? Et c'est pour ça que les cellules luttent en permanence pour le rester. Exactement. La matière organique, elle, qui est réduite, la matière organique réduite, est oxydée. Pour être oxydé, il faut être réduit au départ. Sinon, vous n'avez rien à donner. Par le dioxygène qui se retrouve réduit. Et je n'ai pas compliqué la phrase, mais l'O2 au départ, il est quoi? Par excellence, l'état de l'O2. Mais bien sûr, l'O2 par excellence, s'il est tout seul, il est oxydé, il n'a pas d'électrons et de protons. Par contre, il va en récupérer pour former de l'eau, et du coup, il va se réduire. Alors, bon, vraiment, ma connexion est vraiment mauvaise. Ok, pas de problème, Émilie. Pas de problème. Chacun fait comme il peut. Comme il peut, comme il peut. Après, je suis en train d'enregistrer hein, cette conversation et ce cours. Donc, a priori, j'espère pouvoir vous la mettre sur YouTube, hein, de toute façon. Bon, ça, je pense que
Ça, je pense que c'est, ça va. Ça devrait aller à peu près, ça. Je pense. Alors, si ça va à peu près, on va revenir à notre doc. On va revenir ici. Voilà. Ça, on a terminé. Et on passe là. Donc là, c'est le petit exercice que vous avez fait. Avec ceci de très important, donc, que vous devez toujours garder à l'esprit, c'est qu'un oxydant cherche à gagner des électrons. Un réducteur, lui, il peut en donner. Voilà. Oui, Kyrène. Qu'on l'a fait Pyrène. C'est bon? Oui, je sais, on m'a demandé si vous pouviez mettre le document sur le Seigneur, parce que là, on voit très chaud. Si je pouvais mettre le document sur... Sur le Seigneur, parce que là, c'est très chaud. Ah oui, oui, ah oui, oui. Ah bah oui, oui, je vais faire ça, ouais, ouais. Merci. Ouais, ouais, je fais ça. Alors, je mets sur Pidio, hein, pas sur cours en ligne. Bien qu'il est peut-être sur cours en ligne, je sais plus si je l'ai mis. Allez, je le mets sur Pidio. Commun. SVT. Waro. TSSP. Allez, je vais le mettre là. Hop. Il est en train de se charger. Voilà, il y est. Hein. Ah non, si c'est bon, oxydoréduction PDF. Je vais en profiter pour mettre les docs à utiliser aussi. Voilà. Allez, je mets tous les docs à utiliser dans la session, comme ça, si jamais ça bug. On va avoir 11 documents, mais ça va aller vite, hein, vous avez vu, hein, là on a déjà passé 4 documents. Hein. Voilà, là vous avez tout. Et le fichier que j'utilise s'appelle oxydoréduction PDF. Sinon tout le reste, c'est des images, des docs qu'on va utiliser. Alors, ici donc, je le mets. Et la combustion pour ça, c'est super. Parce que quand on est en collège, on explique toujours aux élèves, on dit bah oui, les cellules, bah, c'est comme un petit feu de bois, comme une petite cheminée. Vous avez la matière organique que la cellule brûle, et on emploie parfois ce terme, brûle, pour faire de l'énergie. Ouais, bon, c'est une vision de l'esprit. Le problème, c'est que ben, on n'est pas des lumières, hein, on n'émet pas de lumière. Donc non, c'est pas une combustion, et heureusement, parce que c'est ce que j'explique là. Le problème pour le vivant, c'est qu'une combustion, quand on veut récupérer de l'énergie, c'est pas pratique. C'est rapide, ça part en fumée, ça part en chaleur et ça part en lumière. Et ça ne permet pas de produire ce que nous voulons absolument produire à la fin, c'est-à-dire de l'ATP. Le vivant, les êtres vivants ont donc inventé une oxydation lente de la matière organique. En fait, ce n'est pas une combustion, qui est une libération massive d'énergie d'un coup, hein, des hydrogènes d'un coup, sous forme de CO2 et d'eau. Le vivant, lui, il a inventé une oxydation lente de la matière organique afin de capitaliser à la fin pour produire de l'ATP. Et pour cela, il faut absolument récupérer les hydrogènes et les protons et les électrons. C'est-à-dire la richesse énergétique. Il ne faut pas qu'elle se barre d'un coup et que les hydrogènes, boum, se collent à l'oxygène pour faire de l'eau.
Parce que là, c'est foutu. Donc, les êtres vivants, c'est ça qu'ils ont inventé. Ils ont inventé, comme la combustion, c'est une oxydation, mais elle est lente. Elle va être très lente. Donc, fermentation et respiration sont des oxydoréductions, comme la combustion. Leur point commun, c'est quoi? Ben, c'est bien la libération d'énergie, mais leur grande différence, c'est la vitesse. Et j'aurais pu rajouter là, donc c'est la vitesse. Ça va être lent dans le cas du vivant, rapide dans le cas d'une combustion, et la prise en charge des électrons par des transporteurs. Dans la combustion, il n'y a pas de transporteur. On prend les hydrogènes, clac, on les colle au dioxygène. Ici, si on veut capitaliser pour faire de l'ATP, c'est ça que j'aurais pu rajouter, la grande différence aussi, c'est que l'énergie à la fin, ben, dans le vivant, c'est de l'ATP. C'est pas, c'est pas de la chaleur. Et c'est pas de la lumière. Alors c'est pas vrai ce que je dis, il y en a 60% qui partent en chaleur. Ça c'est vrai. Mais les 40% qui restent, ben, ils partent en ATP. Ce qui n'existe pas du tout dans la combustion. Donc ici, je l'ai mis, hein, on est au fondement même de la vie. La vie, c'est des processus métaboliques qui sont capables justement de contrôler, en tout cas d'un point de vue énergétique, hein, la fabrication des molécules, etc., ça c'est autre chose. Mais en tout cas, d'un point de vue énergétique, c'est de contrôler l'oxydation des molécules organiques pour pouvoir en tirer de l'ATP. La seule monnaie énergétique que la cellule est capable d'utiliser. Et pour ça, on l'a dit, hein, il faut absolument qu'il y ait des transporteurs qui ménagent les électrons et les protons. Alors, je l'ai mis combustion, transfert direct des protons et électrons à l'O2 qui forme l'eau. La fermentation là-dedans, eh bien, on l'avait vu, c'est une oxydation partielle de la matière organique pour en récupérer l'énergie directement sous forme de 2 ATP. Et la respiration, c'est le transfert final au dioxygène, mais après avoir utilisé les flux de protons et d'électrons pour en faire 36 ATP, ce qui est quand même pas rien. Dans la respiration, la cellule prend en charge méthodiquement, à chaque fois que vous déshydrogénez, à chaque fois que vous enlevez des hydrogènes à la matière organique, eh bien vous avez des petites molécules de transporteurs qui les prennent en charge pour les transférer à la fin à l'O2, mais au final, ce transport d'électrons et de protons va servir à faire de l'ATP. Alors ce que je vous propose là de faire justement, c'est de revoir un petit peu ces processus. Allons parler d'oxydoréduction dans les processus de fermentation et de respiration. Alors avant ça, je voudrais que vous regardiez le doc 5 qui est là et que vous me redonniez les étapes, donc, pour parvenir à cette synthèse d'ATP à partir de la glycolyse. Voilà. À partir de ce qu'on vient de dire, la fermentation, respiration, c'est quoi les trois choses là qu'on va pouvoir mettre? Qu'est-ce qu'il y a ici? Qu'est-ce qu'il y a ici? Et qu'est-ce qu'il y a ici? Allez, je vous laisse une minute. Les étapes en fait. Les étapes et les possibilités. Parce que fermentation et respiration, bah, vous le savez, c'est deux possibilités différentes. Adrien l'a rejoint à nous.
Adrien qui a des problèmes de connexion aussi, hein. Alors ici, vous le savez, c'était un petit peu l'objet du schéma que je vous avais demandé, j'ai corrigé. Alors ici, Caroline nous a rejoint. Alors, je répète hein, que je suis en train d'enregistrer cette session, hein, donc vous pouvez la retrouver sur YouTube probablement, j'espère. Alors, allons-y. À partir de la glycolyse, donc, qui est l'étape commune, hein, depuis que vous avez fait votre schéma, quelles sont les voies qui vont pouvoir être utilisées donc. Alors, quelles sont les possibilités déjà? Allez, quelqu'un se lance? Si je termine la glycolyse ici, on va le revoir en détail, hein. Faut déjà jeter un œil là sur, justement, on va revoir ça au niveau fermentation. Donc ici, vous avez un processus de fermentation, donc la glycolyse, vous la voyez. Donc finalement, la glycolyse, elle va produire quoi? Elle va mener à quoi? Une petite cellule comme une levure, par exemple, ou nos muscles qui sont capables de faire les deux, donc, du coup, respiration ou fermentation. Qu'est-ce qu'elle va faire si elle fermente? Pas de souci, Adrien, hein, pas de souci, je vois. Oxydation de glucose et de pyruvate. Alors, c'est pas oxydation des deux. Alors, la glycolyse, c'est bien une oxydation du glucose sous forme de pyruvate. Donc, ici, la glycolyse va produire du pyruvate, d'accord? Qui va être transformé en quoi? Alors, il va y avoir de l'ATP, produit, mais ce n'est pas le pyruvate qui se transforme en ATP. Pas du tout. C'est pas du tout le pyruvate qui se transforme en ATP. En fait, c'est au moment de l'oxydation du glucose sous forme de pyruvate, qu'on appelle la glycolyse, une étape qu'on appelle la glycolyse. C'est à ce moment-là, c'est à ce moment-là, en fait, que il va y avoir de l'ATP produit. Mais ça, on va y revenir, hein, puisqu'on va voir la fermentation dans le détail sous la forme d'une oxydoréduction. Pourquoi ça bouge là? Donc ici, première possibilité pour la cellule, c'est de faire, donc, pourquoi ça bouge? Essayez de ne pas toucher l'écran, parce que je crois que vous êtes en présentateur, donc ici, on va avoir le glucose qui se transforme en pyruvate, donc par la glycolyse. Ça va donner alors, deux possibilités, ou de l'acide lactique, ou de l'éthanol, suivant le processus de fermentation. Ça, c'est la fermentation. Ce truc-là, ce processus-là, glycolyse suivi de ça, c'est ce qu'on appelle la fermentation. Par contre, la cellule peut choisir de respirer. Dans ces cas-là, la glycolyse, ça suivi par quelle étape? Non, pas tout de suite, du tout. C'est quoi l'étape suivante? L'oxygène. L'oxygène, il arrive à la fin. Et là, je ne vous demande pas en fait les réactants hein, ou les produits, hein, je vous demande les phases, les grands. Oui, c'est le cycle de Krebs. D'accord? Tout à fait. C'est le cycle de Krebs. Krebs étant le nom du type qui a décrit, hein, participé à décrire ça. Donc le cycle de Krebs et à la fin, la dernière étape, où d'ailleurs le dioxygène intervient. Exactement. Alors c'est ce qu'on appelle la chaîne respiratoire. D'accord? Alors, pour ceux qui nous rejoignent, merci.
C'est ça. Donc cycle de Krebs et chaîne respiratoire. Et ça, si on a glycolyse, plus si on a la glycolyse suivie du cycle de Krebs et suivie de la chaîne respiratoire, on a ce qu'on appelle la respiration cellulaire. Alors que là, on a la fermentation. Alors pour ceux qui nous rejoignent, je rappelle que on est en train d'essayer de comprendre. On est parti en fait, d'une combustion. On est parti d'une combustion qui n'est pas une réaction d'être vivant. Cette réaction de combustion nous a permis de comprendre dans le détail ce qu'était la réaction d'oxydoréduction. On a rempli ce petit texte. En fait, on voit que la matière organique au départ qui brûle, elle est réduite au départ. Elle a les électrons et les protons. Elle est oxydée, puisqu'elle va perdre les protons et les électrons. C'est ça qui libère de l'énergie. Par le dioxygène qui lui se retrouve oxydé. Et donc l'idée c'est quoi? L'idée, pas de souci Anna, l'idée c'est d'essayer de comprendre comment les êtres vivants donc, ont inventé une oxydation lente de la matière organique qui est tout l'inverse d'une combustion. La combustion c'est une oxydation, une oxydoréduction extrêmement rapide qui libère toute son énergie d'un coup, alors que l'oxydation de la matière organique par les êtres vivants, elle est lente et elle permet de faire de l'ATP. Et on l'a dit, pour faire ça, il faut absolument qu'on prenne en charge les électrons et les protons. C'est la grande différence en fait entre une combustion où la matière organique brûle, libère son énergie d'un coup, et une fermentation ou une respiration où les électrons et les protons vont être pris en charge par des molécules particulières. Donc voilà pourquoi on est au fondement de la vie. Alors ce que je vous propose, c'est de continuer. Là, vous avez déterminé les grandes étapes. Glycolyse suivie de la fermentation. Pyruvate se transforme en acide lactique ou en éthanol, c'est la fermentation. Ou alors la glycolyse se poursuit dans la mitochondrie par le cycle de Krebs et la chaîne respiratoire, c'est la respiration. Alors, allons voir la fermentation d'un point de vue oxydoréduction. Et on va voir le doc numéro 6. Alors, j'ai tout mis sur Pidio. Le doc 6, s'il n'est pas clair là, sur cet écran, vous pouvez le charger sur Pidio. Moi, je vais le faire afficher. Et on va reprendre l'exemple d'une élève de la classe quand elle a fait son schéma. Alors il y a des schémas qui étaient super bien réussis, d'autres qui ne répondaient pas en fait au sujet. On pourra en reparler. Donc voilà. Donc ici c'est un zoom en fait sur un schéma que j'ai pu corriger. C'est pas mal. Finalement, c'est ce qu'on avait fait en cours aussi. D'accord? Mais bon, le truc, c'est que ça, il fallait le brancher après aussi sur la respiration potentiellement. Alors ici, du coup, on a bien du glucose au départ. Et on sait que la glycolyse transforme le glucose en 2 pyruvates. C'est à ce moment-là que se produit quelque chose qui est assez fou. C'est que l'énergie que ça libère, ici, est utilisée par une enzyme. Et oui, il faut des enzymes pour tout ça. Il faut des grosses protéines qui sont capables de récupérer cette énergie-là. Parce que sinon, ça ne marche pas. Ça, c'est aussi un autre fondement du vivant. C'est-à-dire que tout ça ne marche que parce qu'on a des protéines. Donc les protéines sont capables de prendre 2 ADP plus 2 phosphates, on appelle ça des phosphates inorganiques, de récupérer l'énergie de cette oxydation-là et de fabriquer à partir de ça 2 ATP.
Alors, revenons au document pour voir qu'est-ce qui peut être récupéré comme énergie là-dedans. Eh bien, c'est logique qu'il y ait une énergie à récupérer, pour une bonne raison. C'est que si vous regardez ça, quand je passe de glucose à pyruvate, regardez ici cette composition chimique et regardez celle du pyruvate. Qu'est-ce qui manque au pyruvate par rapport au glucose? J'attends des réponses. Alors comptons, hein, on peut compter sur le glucose. Hein. Je ne sais pas si vous savez sur les cycles là, ici sur les coins des cycles, quand ce n'est pas indiqué, ce sont des carbones. Hein. Donc ici j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbones. On est d'accord? 6 carbones. J'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6 oxygènes. Okay. Et puis j'ai surtout 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 hydrogènes. Dans un glucose, il y a 12 hydrogènes. Formule du glucose, hein. C6, H12, O6. Ok? Donc ici, il y a 12 hydrogènes. Ici, il y en a combien? Le pyruvate? Il y en a 3 dans un pyruvate. Très bien. Et comme il y a 2 pyruvates produits à partir de 1 glucose, ça me fait combien d'hydrogène? 3 fois 2. Pas 10, non? 6. 6. Ah, on est d'accord. Merci Anna et merci bien. C'est Chloé là, hein? Oui. C'est Chloé qui parle. Ok, très bien. Donc effectivement, ça fait 6. On est d'accord? 12 et 6. Donc le glucose, qu'est-ce qui lui arrive quand il est transformé en pyruvate? On peut imaginer qu'il est coupé en deux. Il est Coupé en deux peut-être. Et alors, je ne sais pas s'il est coupé en deux, mais en termes d'oxydoréduction. Ah, il est réduit. Il est réduit. Il possède des électrons. Il possède des électrons et des protons. Il a des hydrogènes. Et il va en perdre la moitié. Donc pyrène oxydé, bien sûr. Ici, votre glucose qui est là, il possède 12 hydrogènes. Donc quand il passe sous forme de pyruvate, il va perdre 6 hydrogènes. Il va perdre 6 hydrogènes. Donc 6 protons et 6 électrons. Et ça correspond bien à une oxydation. Et comme on l'a vu pour le feu, pour la combustion, quand vous séparez des hydrogènes des carbones, eh bien vous libérez l'énergie de liaison de l'hydrogène et du carbone. Et c'est cette énergie-là qui est utilisée ici, dans la fermentation, par une grosse molécule dont on vous épargne le nom. Hein. C'est une énorme enzyme qui est capable de prendre 2 ADP plus 2 PI et de faire 2 ATP. C'est cette énergie de l'oxydation-là qu'elle récupère, cette enzyme. Bon, alors ce qui est très intéressant, c'est que ils ne se baladent pas dans la nature, les électrons et les protons. Qui est content? Si je libère 6 protons, 6 électrons, ça fait le bonheur de qui dans cette réaction? D'ailleurs, ça fait le bonheur, ça fait pas le bonheur, hein. C'est parce qu'elles sont là que ça marche. Hein. Qui va les récupérer? Oui, la cellule, d'accord, on est dans la cellule, mais là, dans cette équation. Gabriel, vous n'avez pas de micro? Parce que comme vous m'avez, Gabriel, rendu un schéma qui est super,
qui est vraiment super. Je pense que vous pourriez répondre. Il est excellent votre schéma, hein, Gabriel. Alors, le pyruvate, non. Le pyruvate, il provient, c'est le produit de l'oxydation du glucose. Le glucose se transforme en pyruvate, il est oxydé en pyruvate. Et qui va récupérer les électrons et les protons au passage ici? Et que c'est pour ça que c'est possible. Ben, regardez le schéma. Dans ce schéma, les... Mais bien sûr, on n'arrête pas de dire tout à l'heure, le vivant a inventé un mode d'oxydation de la matière organique, dans laquelle la cellule est capable de récupérer les protons et les électrons. À l'inverse d'une combustion où ça se colle direct à l'oxygène et ça fait de l'eau, en fait ici le vivant est capable de récupérer les protons et les électrons. Et regardez là, c'est combien de transporteurs? Alors ici les H, les R, hein, transporteurs R, on les appelle des NAD, hein, parce que ça c'est des schémas un petit peu plus universitaires. Donc les nicotinamines, adédine, diphosphate, hein, comme ça. Donc ici c'est des NAD, peu importe, les NAD c'est des H hein, pour nous. Hein. Alors des R, pardon. Alors combien de transporteurs ici? Non, combien c'est marqué? Deux. Deux transporteurs qui sont sous quel état au départ? S'ils sont réduits, pourquoi ils iraient récupérer? Pourquoi s'ils sont réduits, pourquoi ils iraient récupérer les protons et les électrons libérés par le glucose? Si ici vous avez une oxydation, d'accord, ça c'est une oxydation, je ne vais pas écrire tout mais je vais mettre le processus, ça c'est une oxydation, d'accord? Si ça c'est une oxydation, comment est le glucose au départ? Et bien sûr, s'il peut se faire oxyder, ça veut dire qu'il peut perdre des électrons et des protons. Donc au départ, le glucose est réduit. D'accord? Le glucose est réduit. Et donc les transporteurs ici qui vont récupérer les protons et des électrons qui sont libérés par le glucose, forcément ce transporteur au départ, lui, il est comment? Et bien sûr, lui, il va être oxydé. Il va récupérer ces protons et ces électrons là, qui sont libérés par le glucose, et du coup, il va se retrouver... réduit. Tout à fait. Donc, cette équation-là, ça, ce passage de là à là, ça correspond à quoi? Non, du transporteur oxydé au transporteur réduit. Ça va correspondre forcément à quoi? Réduction. Mais bien sûr. Ici, j'ai bien une réduction. Puisque mes transporteurs sont d'abord oxydés et qui vont être réduits. Donc ça correspond bien ici à ce qu'on appelle une réduction. Et voilà pourquoi la fermentation, alors on dit la fermentation, c'est pas vrai, hein, la fermentation c'est la suite, la glycolyse est bien une oxydo-réduction. Est-ce qu'on est d'accord? Alors chimiquement, je peux l'écrire, hein, si vous avez voilà, si vous avez un prof de chimie, il va vous écrire ça comme ça. Le glucose peut donner pyruvate plus 6 hydrogène plus 6 électrons. Première demi-équation. D'accord? J'ai mis où hier? C'est pyruvate. Hein, d'accord? Et les NAD plus donc on va mettre 2 NAD plus
4 électrons plus 4 électrons plus 4 protons, eh bien, donne les NADH2. Alors, je vais utiliser, excusez-moi, je vais utiliser la forme qu'on utilise en terminale, hein, les R. Ça donne 2RH2. Voilà en chimie, comment vous écririez ces deux, les demi-équations d'oxydoréduction. Ici, le glucose donne pyruvate plus 6 électrons, 6 protons, et les deux transporteurs oxydés plus 4 électrons plus 4 protons donnent deux transporteurs ici réduits. Bon, c'est pas mal ça, non? Et on voit bien, donc, ça correspond à la glycolyse, correspond bien à une oxydoréduction. Oxydation du glucose en pyruvate et réduction de deux transporteurs réduits, oxydés, en deux transporteurs réduits. Au passage, il y a deux protons qui se baladent là, non? Au passage, là, on n'a pas équilibré notre affaire, là. Il y a deux qui se baladent, là. Vous les voyez? Ça libère 6 électrons, 6 protons. Et ici, les deux transporteurs ne peuvent en récupérer que 4. Ils sont où, là? Les deux hydrogènes qui se baladent, d'après vous? Vous connaissez la fonction carboxyle? Vous faites encore ça en chimie? Acide carboxylique, ça vous parle? Non? Ok, bon ben pas grave alors. En fait ça c'est un truc qui est sous un état. Et en fait ici il est stabilisé par un hydrogène. Donc voilà où ils sont, où les deux hydrogènes qui se manquent. Hein. C'est deux pyruvates, donc il y a un H en plus, c'est COOH. La fonction acide carboxylique, c'est COOH. Bien sûr, ici, il y aurait plus les moins. Donc ils sont là, les deux protons. Bon, ça c'est du détail. Hein. Est-ce que tout le monde a compris ici pourquoi la glycolyse est une oxydoréduction et qui est oxydé et qui est réduit? C'est bon ou pas? Ça va? Ok. Alors en chimie, ce que vous feriez aussi, c'est de définir le potentiel d'un couple redox. Glucose-pyruvate, par exemple, eh bien, on pourrait exprimer son potentiel oxydoréduction. On pourrait dire, par exemple, que le potentiel de ce couple-là, glucose-pyruvate, il est de, je vais dire n'importe quoi, il est de 4. Je dis n'importe quoi. Ok? 4 volts. C'est en volts. Le potentiel du couple R plus RH2, donc oxydé réduit ici, on va dire que c'est, 0 volts. Je dis n'importe quoi, je n'ai pas les valeurs en tête, hein, parce que je suis pas encore fou. Hein. Et il y a une loi en chimie qui dit que les électrons peuvent passer d'un couple à un autre en suivant la décroissance des potentiels redox. Alors, il ne faut pas qu'ils soient trop éloignés, hein. Il faut qu'ils soient assez proches. Hein. Je vous mâche un petit peu le cours de chimie, ou plutôt, je vous fais des petites parenthèses avec le cours de chimie, parce que comme là, on est sur une belle oxydoréduction, ça vaut le coup de savoir pourquoi le vivant a utilisé cette molécule-là. R, hein, les NAD, là. Pourquoi c'est elle qui marche et pas d'autres? C'est ça qui est génial. Sachant que ça, c'est valable pour tous les êtres vivants. S'il vous faut des preuves de l'origine commune ou en tout cas, et de l'évolution des êtres vivants, l'évolution, elle montre que c'est des toutes petites choses qui varient là-dedans. Hein.
mais que le socle, il est totalement commun à tous les êtres vivants, de la bactérie à l'humain. Donc ici, l'idée, c'est que si vous avez une demi-équation ici, redox, l'oxydation du glucose en pyruvate, bah, c'est associé à un potentiel. Et ici, celui qui va être réduit, bah, il a aussi un potentiel, ce couple. Et les électrons ne peuvent passer que des potentiels élevés aux potentiels faibles. Et il ne faut pas qu'ils soient trop éloignés. S'il y a une marge trop importante, les électrons, ils restent planqués ici, là, tranquillement. Et c'est pour ça qu'ici, dans ce cas de figure, eh bien, on voit très bien que les électrons et les protons, alors pas les 6, hein, mais peuvent être transférés à ce couple-là. Voilà, voilà ce que vous feriez éventuellement en chimie en plus. Alors, si vous avez compris ce truc, je reviens à mon document et on va et on va regarder le doc 8 qui est un joli petit texte à trous que vous avez sur Pidgio si vous voulez le charger, et moi je vais l'afficher à l'écran ici. Le doc 8, allez, petit texte à trous, c'est parti. À vous de jouer. À vous de jouer. Je suis à côté, hein, je suis ma clope, mais je suis là. Je vous laisse bosser. Alors sur les oxydoréductions, il ne faut jamais se précipiter, hein. Ah, j'ai utilisé le terme NAD. Bon, NAD, c'est les transporteurs, hein, c'est R. Alors, est-ce qu'il y en a qui veulent se lancer? Il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il y a 6 mots pour le premier. Qui veut se lancer? Adrien, je replace sans présentateur et je regarde la réponse de Pyrène. Donc, ce sont les transporteurs NAD+, NAD+, réduits qui oxydent le glucose.
S'il est réduit, comment voulez-vous qu'il l'oxyde? D'ailleurs, NAD+, honnêtement, s'il est positif, R+, c'est que s'il est positif, il est électropositif. S'il est électropositif, c'est qu'il n'a pas d'électrons. Sinon, il est neutre ou négatif. Donc, ici, il n'a pas d'électrons ou de protons. Donc, le NAD+, il est et oui, il est oxydé au départ. Et comme il est oxydé, il a un déficit, il va chercher à faire quoi? Il est oxydé, donc il va chercher à faire quoi? Oxydant est un méchant. Il va chercher à faire quoi avec les électrons et les protons? Exactement, il va chercher à les voler, il va chercher à les prendre. Alors il peut voler que si le potentiel n'est pas trop loin, à côté. Ça veut dire donc que ce sont les transporteurs NAD+, oxydés, qui vont faire quoi sur le glucose? Et ça c'était Pirenne qui l'avait dit, hein, qui oxyde le glucose. Bien sûr, on va lui piquer des électrons. Et là on tombe sur la notion fondamentale, qui est que quand on est oxydé, eh bien souvent on est aussi oxydant. Et oui, quand vous êtes oxydé, vous avez un déficit, donc vous allez chercher à voler des électrons, et si vous les piquez à quelqu'un, eh bien vous allez lui l'oxyder, ce qui va en perdre. Donc oxydé est souvent un oxydant. Donc le NAD+ oxydé, qui oxyde le glucose, et ce glucose qui est lui comment au départ? Absolument, le glucose c'est lui qui a les protons et les électrons. Je vous rappelle que dans la photosynthèse qu'on est en train d'étudier en ce moment, on essaie justement de comprendre comment à partir de la matière minérale, un végétal chlorophyllien est capable de produire de la matière réduite. Comment il est capable d'associer carbone, hydrogène, oxygène. Et là, il lui faut de l'énergie, qui est de l'énergie solaire, ça vous le savez. Bon, revenons à nos moutons. Donc ce glucose qui lui est réduit au départ, se trouve quoi en pyruvate? Évidemment, il se retrouve oxydé en pyruvate. Et du coup, pour terminer la fermentation, en fait, pour terminer, non, en fait, pour faire la fermentation, hein, que avant, tout ce qu'on vient de dire, c'est la glycolyse. Donc, pour faire la fermentation et recycler les NAD plus indispensables, pour pouvoir revenir là, eh bien, les NADH2, les RH2, sont quoi? Si ici il y a les protons et les électrons, ils sont en NAD+, qui n'en a pas de protons et d'électrons, donc ils sont oxydés. Ah pardon, mais j'ai lu la dernière réponse. Donc ils sont oxydés en R+, et le pyruvate, lui, alors je vais quand même revenir sur le document, et le pyruvate, parce qu'on ne l'a pas détaillé, donc je reviens dessus. Et le pyruvate, lui, hop, 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 ça revient. Un peu long. Voilà. Voilà. Et le pyruvate, lui, donc du coup, j'ai du pyruvate ici, et je vais le transformer en acide lactique. Ouais, il est rejeté, mais Adrien, mais là je parle en termes d'oxydoréduction. Alors regardons. Comment la cellule va se débarrasser du pyruvate? On a dit ici, il n'y a que 6 hydrogènes. Normal, il y en a 12 là, il y en a 6 là.
D'accord? Donc ça a bien été oxydé. On a perdu des électrons et des protons. Oxydation du glucose en pyruvate. Et du pyruvate, pour faire du lactate, alors ça c'est pour pouvoir le rejeter dans la nature après. Hein. Alors il rejeter, Adrien, c'est exactement ça. C'est qu'en fait, il faut que la cellule en fait, puisse s'en sortir et, puisse rejeter donc, le pyruvate. Sauf qu'elle ne peut pas le faire comme ça. Alors pour le rejeter, justement, pour pouvoir le passer à travers ces membranes, qu'est-ce qu'elle va faire? Regardez, ici 6 hydrogènes, et ici combien? Comptez le nombre d'hydrogènes ici sur l'acide lactique. Acide lactique ou lactate, hein, même chose, suivant qu'on a O- ou OH ici, hein, peu importe. Lactate ou acide lactique, c'est la même chose. 4, 1, 2, 3, 4, et on a 2 lactates pour une molécule de glucose. Donc 4 fois 2, 8 au total. Donc ici, je passe de 12 à 6, donc j'en perds 6, d'accord? Et ici, de 6 à 8, du coup, j'en récupère 2. Chaque molécule de pyruvate va récupérer un hydrogène, et ici, pareil, un hydrogène. Ce qui veut dire qu'entre pyruvate et lactate, j'ai quoi comme réaction? Si je lui redonne à mon pyruvate, je lui redonne des hydrogènes, j'ai quoi comme réaction? Bien sûr, une réduction, complètement. Tout à fait. Donc ici, ah, on va y arriver, voilà. Donc ici, à nouveau, ici, j'ai bien, ah non, ça ressaute. Ici, j'ai bien, si je prends ça et que je vais ici, j'ai bien ce qu'on appelle une réduction. Ça, il n'y a pas de problème, puisque je lui redonne des électrons et des protons. J'ai bien une réduction. Du coup, ici, pour faire ça, mes 2 transporteurs ici vont repasser sous cette forme, et eux, par contre, ils vont être absolument. Ça, c'est... Hop, et... Bon, tenez pas compte du truc bleu, là. Hein. Donc voilà, c'est ça. Donc ça, c'est bien une oxydation. Est-ce qu'on est d'accord? Donc ici, on retrouve à nouveau sur le processus de fermentation une oxydoréduction. On pourrait avoir les deux couples, hein, pyruvate plus 2 électrons plus 2 protons, donc 2 pyruvates plus 2 électrons plus 2 protons, donne 2 lactates. 2 NADH plus 2 protons, donc 2 NADH2, hein, 2 R2, 2 RH2, en fait, 2 transporteurs réduits, donne 2 transporteurs oxydés plus 2 électrons plus 2 protons. Et du coup, comme les potentiels redox sont suffisamment proches, eh bien, le transfert d'électrons et de protons peut se faire ici, sur le pyruvate. Donc ici, si je reviens à mon petit texte à trous, hein, c'est bien ça. Hein. Donc le pyruvate, lui, est réduit en 2 lactates. Et ça, c'est génial, parce que comme dit Adrien, ça permet à la cellule de le rejeter, de le dégager. Surtout si elle fait de l'éthanol. Hein. L'éthanol, c'est une molécule qui est extrêmement soluble dans tout. Et donc c'est super pratique, en fait, pour la cellule. Alors c'était le document... oui, je sais plus. C'était le 8. Voilà. Donc il est là hein, sur le document. Donc, pour terminer la fermentation et recycler, pour faire la fermentation plutôt, et recycler les NAD+, indispensables, les NADH2 sont oxydés en NAD+, et le pyruvate est réduit en acide lactique ou éthanol. La fermentation, telle qu'on vient de la voir, elle produit que 2 ATP par molécule de glucose. Alors c'est ce que j'ai appelé un mode de production d'ATP un peu pauvre. Hein. Quand vous savez ce qui est capable de faire la respiration derrière, bon, c'est un peu pauvre. Bon. Mais j'ai mis, hein, ça a bien fonctionné pendant 1,8 milliard d'années. Hein. Et ça fonctionne encore aujourd'hui bien, hein, chez tous les anaérobiques. C'est quoi un anaérobique? Nous, on a peut-être vu le anaérobie, aérobie et anaérobie.
Et donc on a des aérobiques et des anaérobiques. C'est quoi un anaérobique? Aérobie, anaérobie, c'est présence ou absence de dioxygène. D'accord? Quand on est en aérobie, ça veut dire qu'il y a du dioxygène. Après, partout sur la surface de la Terre. À peu près partout. Anaérobie, c'est où il n'y a pas d'O2. Donc un anaérobique, c'est un être vivant qui est capable de vivre sans dioxygène. Sans dioxygène, vous ne pouvez pas faire la respiration cellulaire. Donc vous êtes obligé, pour produire votre ATP, de faire de la fermentation. Et ça marche très bien. Généralement, les bactéries de votre tube digestif, par exemple, elles sont en anaérobie. Donc ce sont souvent des anaérobiques qui fermentent. Voilà, c'est pour ça qu'il y a plein de molécules dans votre tube digestif qui ne sont pas très bons, en fait. Pourquoi? Parce que, ici, c'est quelque chose sur lequel je n'ai pas insisté, j'y reviens maintenant, c'est qu'ici, la dégradation de la matière organique, elle est partielle. Pourquoi? Parce que le pyruvate et l'acide lactique ou l'éthanol sont des molécules organiques encore. La cellule n'a pas été capable de l'oxyder complètement. Si elle l'oxyde complètement, à la fin, on a CO2, H2O. Et de l'ATP, bien sûr. Ça, c'est si l'oxydation est complète. Ici, l'oxydation n'est que partielle, puisque, je répète, à partir du glucose, CHO, on a encore du pyruvate, CHO, qui se transforme en acide lactique ou en éthanol, CHO. Donc on a une dégradation que partielle. Donc la fermentation, c'est un peu pauvre, ça produit que 2 ATP par molécule de glucose, mais ça a bien fonctionné. La vie est apparue il y a à peu près 3,8 milliards d'années. Et avant que le dioxygène se généralise à la surface de la Terre, 2 milliards d'années, eh bien pendant 1,8 milliard d'années, ça fonctionne très bien. Et je répète, aujourd'hui, il y a énormément d'êtres vivants qui continuent à fermenter. Même nos muscles, vous voyez. Alors, la respiration, elle, ce sera 36 ATP. Mais il a fallu attendre qu'une petite bactérie l'invente. Ah si, les levures aussi, Pirel. Les levures que vous utilisez, en fait, elles sont capables, comme nos muscles, de faire les deux, en fait. C'est pour ça que on était parti dans le TP à étudier les levures. Les levures, s'il y a de l'O2, elles respirent. S'il n'y a pas d'O2, elles fermentent. Quand vous faites lever la pâte, par exemple, les pâtes à pain, c'est essentiellement des pâtes à pain qu'on fait lever, vous utilisez des levures. Vos levures, elles sont dans la pâte. Du coup, il n'y a pas d'O2. Elles sont en anaérobie. Et du coup, qu'est-ce qu'elles font? Elles fermentent. Et du coup, elles vous produisent du CO2. Voilà, les levures font les deux. C'est un mode alternatif. Comme nos muscles. Alors, la respiration sera 36 ATP. Mais il a fallu attendre qu'une petite bactérie l'invente. Et oui, ce n'est pas la cellule eucaryote qui a inventé la respiration. C'est une petite bactérie qui vivait dans le milieu à l'époque. Au moment où s'est généralisé le dioxygène à la surface de la Terre, d'abord il y a eu une énorme hécatombe. Pourquoi il y a eu une énorme hécatombe? Parce que les êtres vivants, ils étaient habitués en fait à avoir des molécules organiques plutôt stables. Ça ne posait pas de problème, c'était des molécules donc réduites, on est bien d'accord. Les molécules organiques sont réduites, elles possèdent carbone, hydrogène, oxygène. Le problème, c'est que quand s'est généralisé l'oxygène sur Terre, tout ça a été oxydé. Et il a fallu que les êtres vivants se protègent de l'oxygène. Donc tous ceux qui étaient habitués à ne pas avoir d'oxygène, de dioxygène à la surface de la Terre, et qui ne se protégeaient pas contre l'oxydation possible, il y a eu une énorme hécatombe. Donc il y a une petite bactérie, elle, qui non seulement est capable de vivre avec l'O2, mais qui va s'en servir. Donc une petite bactérie qui va inventer la respiration. Une fois qu'il y a eu de l'oxygène sur Terre, c'est-à-dire moins 2 milliards d'années. Comment s'y est pris cette bactérie qui sont devenues nos petites mitochondries? Je rappelle que les mitochondries de nos cellules eucaryotes, en fait, c'est une endosymbiose très très ancienne, de 1,8 milliard d'années à peu près. Cette petite bactérie, après 200 millions d'années de respiration pour elle-même, elle va intégrer les cellules eucaryotes. Voilà. Et il y a un avantage, pour elle, bien sûr, c'est de récupérer la matière organique, puisqu'elle respire. Et bien sûr, pour la cellule eucaryote, c'est de récupérer tout l'ATP qu'est capable de faire cette petite bactérie. Et là, l'oxydation va être complète.
jusqu'à mener à CO2, H2O à la fin. Donc, on va tout minéraliser. Mais je reviens sur ce que je disais au départ, tout minéraliser, d'accord, mais il ne faut surtout pas perdre l'or des molécules organiques, c'est-à-dire qu'il faut prendre en charge les électrons et les protons. Il faut des transporteurs pour pouvoir capitaliser tout ça. Alors, on va revenir rapidement sur la respiration. On va regarder le document 9, il est sur Pidio. N'hésitez pas à aller voir, charger le document 9. Je crois que j'ai repris un schéma un des schémas que vous m'avez envoyé. Parce qu'il y a un schéma qui était excellent. C'est celui de Gabriel. J'ai laissé votre nom, Gabriel. Voilà. Alors il est excellent. Il est excellent parce qu'il répond parfaitement en fait au sujet qui avait été donné. C'est-à-dire montrer que finalement dans une cellule, qu'on pourrait dessiner d'ailleurs, montrer que dans une cellule, alors pas dans toutes, mais dans les cellules qui le font en tout cas, la glycolyse est un carrefour, la fin de la glycolyse est un carrefour, qui permet de mener ou à la fermentation s'il n'y a pas d'O2, ou à la respiration s'il y a de l'O2, et la respiration se passant bien sûr dans la mitochondrie. Donc là voilà notre petite bactérie de l'époque devenue notre mitochondrie dans nos cellules. C'est elle qui a inventé en fait, qui s'est dit mais attends Toto, avec ton acide pyruvique là il y a encore plein d'hydrogène, plein d'électrons et de protons. Moi je veux bien essayer de tenter quelque chose, elle s'est dit, enfin elle s'est dit, ça n'a rien dit du tout, on est bien d'accord. Mais elle a inventé le truc qui va désosser complètement, qui va complètement désosser la molécule jusqu'à CO2, H2O. Alors, je le disais, sur le schéma de Gabriel, donc il y a des choses qui sont... Donc ça, c'est parfaitement représenté, ce truc de carrefour. La disposition sur la feuille est parfaite, d'accord. On part bien du glucose, qui est un mode unique d'entrée. On a bien la fermentation ou la respiration ici. On a les étapes, donc la glycolyse, le cycle de Krebs, la chaîne respiratoire. Voilà, le petit bémol, on peut suivre aussi les RH2, là, ça c'est bien, on peut suivre les RH2, j'en ai mis ici aussi, on va reprendre ceux-là, là. S'il n'y a pas fermentation, ces RH2 ici, ils intègrent aussi la chaîne respiratoire, on peut les suivre ici aussi, là, à chaque fois qu'on va déshydrogéner, là, ici, l'acide pyruvique, dans le cycle de Krebs, eh bien, on va pouvoir nourrir, réduire des transporteurs qui intègrent la chaîne respiratoire. Voilà, le seul petit bémol que je fais, alors les légendes, tout parfait, nickel. Le seul petit bémol que je fais, voilà, là c'est un petit peu petit, et on aurait peut-être pu utiliser cet espace-là pour grossir ce qui se passait là. Voilà. Et en tout cas, bravo, c'est vraiment, là il y a une recherche. Voilà, là il y a une recherche pour faire quelque chose qui réponde au sujet, qui soit optimisé sur la feuille. Et vous voyez que c'est finalement pas si compliqué que ça, finalement. Voilà, c'est pas si complexe à organiser. Alors, on est bon là. Si on a de l'acide pyruvique ici, on va entrer, donc cet acide pyruvique peut pénétrer dans la mitochondrie. Et on avait vu déjà en TP, nous, que le glucose, lui, ne peut pas pénétrer. Si vous donnez du glucose à des mitochondries, elles ne savent rien en faire. Il n'y a que l'acide pyruvique qui s'est rentré dans la mitochondrie. Ce qui prouve bien d'ailleurs que ça existait avant. Avant que cette petite bactérie vienne nous aider à faire notre respiration cellulaire, ça existait avant. Et elle a branché le bazar. Elle est venue et hop, elle s'est branchée sur l'acide pyruvique. Donc l'acide pyruvique, il est là. Il y a un désossage complet. On enlève des carbones, on décarboxyle, on enlève des carbones, on déshydrogène. Alors bien sûr, il y a des enzymes qui font tout ça. Le cycle de Krebs, c'est une étape en 10 étapes, 12 étapes, qui varient un peu d'un être vivant à un autre. Il y a un socle commun, et puis on voit des petites évolutions quand même. Et peu, parce que finalement, ce sont des étapes tellement fondamentales que quand ça mute trop, de toute façon, c'est pas viable. Donc même sur 3 milliards d'années, sur 2 milliards d'années, vous voyez que finalement, ça peut varier.
Ça veut dire que c'est très très important comme type de processus. Donc le rôle des enzymes, hein, je l'ai mis ici, bien sûr, le vivant est capable de faire ça. Pourquoi? Parce qu'il y a des enzymes spécifiques. Ce qui nous renvoie au début de la vie, et même à ce qu'est la vie, ces enzymes. Mais bon, ce n'est pas le propos ici. Bien évidemment, si vous déshydrogénez, eh bien, vous libérez un petit peu d'énergie, un petit peu comme dans la glycolyse. Et donc cette énergie-là, il y a une molécule qui est capable de la récupérer, une enzyme qui est capable de la récupérer pour l'utiliser pour quand même fabriquer un petit peu d'ATP ici. 2 ATP au cycle de Krebs par molécule de glucose. Mais c'est surtout tous ces transporteurs-là qui vont intégrer la chaîne respiratoire. Et là, je vous propose de revoir un petit peu en détail ce qui se passait au niveau de la chaîne respiratoire. Alors, on va revenir à notre truc et vous allez rebosser là, vous allez voir. Vous allez retravailler un peu. Alors ici, 9, 10 et 11. Ah ouais, bah du coup je les fais tous, d'accord? Là j'ai fait le 9, donc pour vous montrer un joli schéma. Et on va faire le 10 pour faire le zoom directement sur la respiration cellulaire. Et le 11, et après vous allez répondre donc à ce texte-là. Alors le 9, le 10, allez, le détail de ce qui se passe au niveau de la chaîne respiratoire. Le reste, je pense que vous l'avez à peu près compris. Alors, j'ai pris un schéma un petit peu universitaire que j'ai ultra simplifié. Si, vous allez voir. Alors, la membrane plasmique de la cellule, la membrane externe de la mitochondrie, la membrane interne. C'est le DOP 10, sur Pidio, si jamais c'est flou ici. Et ici, l'espace intermembranaire. Et cet espace intermembranaire ici, il va avoir un rôle capital. Alors, mes transporteurs réduits, ils arrivent ici. Voilà, les RH2, ils arrivent ici. Ils vont repartir sous une forme oxydée. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire qu'il y a des protéines ici, dans la membrane, enchâssées dans la membrane interne, qui vont être capables de prendre en charge les électrons et les protons. Les électrons vont descendre les potentiels de toutes ces protéines en quoi? En saumon. Là. Les électrons, donc lui il a un potentiel haut, l'électron il va passer ici à un potentiel un peu moins haut, puis ici à un potentiel un peu moins haut, puis ici, puis ici, puis ici. Donc les électrons vont descendre la chaîne respiratoire, ces protéines-là, ce qu'on appelle les protéines de la chaîne respiratoire, les électrons vont descendre cette chaîne. Mais si vous entretenez un courant d'électrons comme ça, vous avez de l'énergie qui est utilisée à chaque fois par ces molécules pour faire passer les hydrogènes, les protons, pardon, dans l'espace intermembranaire. Donc plus vous descendez les électrons, plus vos protons, eux, ils intègrent l'espace intermembranaire. Et à la fin, alors il y a encore une dizaine d'années, on détaillait toutes les expériences là qui permettent de prouver ça. C'était extraordinaire. C'était extraordinaire ces expériences. Parce que là, on est vraiment au cœur de la vie, quoi. Il y a vraiment des expériences extraordinaires avec des gens extrêmement doués qui ont réussi à mettre des expériences en place pour prouver ça à une époque où on n'avait finalement pas les moyens d'aujourd'hui. De toute façon, tout ça, c'est invisible à étudier. Donc les protons, ils gagnent l'espace intermembranaire, et du coup, vous les concentrez ici. Du coup, eux, ils vont chercher à faire quoi? Il y en a plus ici et moins ici. Règle de Fick, loi de Fick, d'accord? Ils vont se mettre à diffuser dans une protéine qui va le permettre, et ce flux de protons-là va créer une énergie qui va permettre à une molécule, à l'ATP synthèse en vert, qui va récupérer toute l'énergie de ce flux-là pour fabriquer de l'ATP à partir d'ADP plus P. Et voilà comment la respiration cellulaire
c'est une dégradation complète parce qu'avant, au cycle de Krebs, on a complètement désossé la molécule organique. On a enlevé tous les hydrogènes du glucose, du pyruvate. Mais surtout, on a pris en charge tous les électrons et les protons au niveau des transporteurs. Ce n'est pas une combustion. Ces électrons et ces protons, je répète, ils sont amenés ici, et la chaîne respiratoire va faire circuler les électrons, ce qui va permettre d'envoyer les protons dans l'espace intermembranaire, et ces protons dans l'espace intermembranaire ressortent au niveau des ATP synthèse, qui récupèrent l'énergie de ce flux de protons pour fabriquer l'ATP. Extraordinaire. Extraordinaire, mais bon, il a fallu aux vivants 1,8 milliard d'années pour inventer cette affaire. Hein. Donc vous imaginez que ça ne s'est pas fait en un jour. Hein. Ça a dû essayer, puis il y a dû avoir plein de voies sans issue. 1,8 milliard d'années hein, entre l'apparition de la vie et l'apparition de la respiration. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ça là? Est-ce qu'il y a des questions ou est-ce que je vous ai perdu? C'est bon? Ok, parfait. Et bien écoutez, ce que je vous propose, c'est de se tester au final sur un petit texte à trous, le dernier là, du jour. Ouais, c'est ça. On termine, ok? C'est le document 11 sur Pidio et on termine. Alors je l'affiche là. Et vous l'avez sur Pidio aussi s'il est trop flou ici. Et ah, je ne l'ai pas mis. Je le charge, je le charge, je le charge. Bah, en même temps, si, c'est le doc, c'est la fin du doc. C'est la fin du document, oxydoréduction. Voilà, on va le prendre. Hop, partager. Donc c'est le dernier texte à trous. On avait fait un document à part, mais c'est la fin du doc. Voilà. Bon, au niveau de la chaîne respiratoire, je ne l'ai pas dit, mais bon, vous voyez bien que c'est une suite d'oxydoréduction, hein, on est bien d'accord. Hein. Voilà, allez, je vous laisse une minute ou deux et on terminera là-dessus. Sur donc voilà, sur la correction de ça. Vous êtes 13. Donc c'est mieux que le jour. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Non, vous êtes 12. Bon, il manque encore 12. Mais je mettrai sur YouTube cette vidéo, ok, si elle n'est pas trop lourde. Là, je suis en train d'enregistrer depuis tout à l'heure. Voilà. Allez, je vous laisse finir ça. Le bruit café clope.
Je me souvenais plus que je vous avais même mis les mots en bas à choisir. Trop facile. Bon, on peut y aller. Allons-y. La respiration est une quoi? Très progressive. À l'inverse de la combustion qui elle est brutale. Absolument. C'est donc une oxydation très progressive de la quoi? Bien sûr, de la matière organique. Bien sûr. Donc en CO2, H2O comme la combustion, mais comme ici elle est très lente et progressive, il y a tout un processus qui va capitaliser tout ça en ATP. Grâce à une organisation très complexe capable de prendre en charge les protons et électrons par le biais de quoi? Bien sûr, par le biais de transporteurs, qui sont aussi donc, bien sûr, transporteurs, qui sont donc qui sont à la fois oxydés ou réduits, systématiquement oxydés ou réduits, et de les utiliser pour entretenir à la fin un flux d'électrons le long de la chaîne respiratoire, ensemble d'oxydoréduction, bien sûr. Quand une protéine de la chaîne respiratoire récupère les électrons et les protons, eh bien, la protéine est réduite, et quand elle passe à son voisin les électrons, elle est oxydée. Donc la chaîne respiratoire, elle est comme les transporteurs, elle est systématiquement oxydée, réduit, oxydée, réduit, oxydée, réduit. C'est un flux. Un flux d'électrons donc le long de la chaîne respiratoire. Ce flux d'électrons génère, lui, un flux de protons, absolument, vers l'espace intermembranaire. Et quand ils ressortent vers la matrice, leur flux, donc le flux de protons, dégage une énergie qui fait fonctionner qui? Absolument, l'ATP synthase. Voilà, l'ATP synthase. Donc voilà, j'espère que moi cette séance, elle aura permis de recoller avec cette notion un peu compliquée là, que sont les oxydoréductions à un niveau biologique. Et ce qui est très intéressant là, c'est que vous voyez que d'un point de vue énergétique, en fait, qu'on soit en fermentation ou en respiration, enfin en glycolyse ou en respiration, mais en fermentation aussi, glycolyse, fermentation ou glycolyse, respiration, finalement, la base de l'énergie, de la production d'énergie dans une cellule, ce sont des oxydoréductions. Il n'y a qu'un truc qui n'est pas de l'oxydoréduction à la fin, c'est le flux de protons que la cellule utilise pour faire fonctionner l'ATP synthèse. Il n'y a que ça à la fin qui n'est pas de de l'oxydoréduction. Tout le reste est de l'oxydoréduction. Je me permets juste de revenir sur un truc parce qu'on l'a pas, je l'ai pas détaillé et c'est important quand même, excusez-moi. C'est que quand même, il faut finir avec l'O2, le dioxygène quand même, et vous montrer et vous remontrer pourquoi. Alors, je vais reprendre le truc 10 là. Et pourquoi ça a utilisé le dioxygène de l'air, et c'est ça qui est une astuce énorme chez l'être vivant, à un moment donné. Il est là. Hop, je repartage. C'est une astuce énorme. C'est que au départ, donc c'est un. Je vais y arriver à rebalancer le bazar là. Le 10.
Donc au départ, le dioxygène est un poison, hein, on est bien d'accord. Hein. Le dioxygène est un poison pour la cellule. Et en fait, elle en fait un allié. Et je voudrais juste vous remontrer pourquoi c'est un allié. Je ne retrouve pas le document 10. Tous les coups, il va falloir que je le recharge. Voilà. C'est un allié, alors je vous le dis, et je vous le montre après, une fois que ce sera chargé. Pourquoi? Parce que le dioxygène, c'est ce qu'on appelle l'accepteur final d'électrons. Quand les électrons passent dans toute la chaîne respiratoire, à la fin, celui qui permet en fait à la chaîne de fonctionner, donc à la fin, et du coup ça entretient toute la chaîne, c'est le dioxygène. Et c'est ça qui est absolument génial dans ce truc. C'est que le dioxygène, c'est l'accepteur final d'électrons et de protons. Et il fait du coup, il fait fonctionner tout le monde. Allez, je vous remontre là et on terminera là-dessus. Le 10, je l'ouvre, il le charge. Alors là, je crois qu'il me dit que il est déjà dans la liste. Voilà, il est là. Je ne sais pas pourquoi il ne veut plus. Bon, ce que je fais, regardez, je vais prendre un tableau blanc. Je vais partager un tableau blanc. Voilà. Bon, là, ça semble bugger. Hein. Ça semble bugger. Bon, en tout cas, je pense que vous comprenez le truc. Hein, c'est qu'à la fin, les électrons, quand ils ont parcouru toute la chaîne respiratoire, et les protons, quand ils ressortent de l'ATP synthèse, en fait, bah, il y a l'O2 qui les attend et qui va les cueillir. Et c'est parce que l'O2, avec un potentiel redox très très bas et très oxydant, en fait, va les récupérer, va récupérer les protons et les électrons, et H+, plus électrons, plus oxygène, ça va faire de l'eau. Et c'est vraiment très très astucieux quand même de la part de la cellule, quoi. Parce qu'elle utilise un poison qui est l'O2, parce que potentiellement ça peut oxyder toutes les molécules organiques, ça l'utilise. Est-ce que vous m'entendez encore là? Je crois pas, hein, parce que je suis en cours de reconnexion.